Nous recevons Odon Vallée et Philippe de Vélier et à partir de 13h45, auditeurs de Sud Radio, vous pourrez poser vos questions au 0826 300 300. Et oui, André Berkoff, notre patrimoine religieux est vraiment en danger. Cet été, la cathédrale de Nantes, l'abbaye de Ligugé dans la Vienne et l'église Saint-Paul de Corbeil-Essonnes ont été incendiées. Dans le Jura, 5 églises ont été cambriolées. Dans le Morbihan, des calices et des ciboires ont été dérobés et un Christ a été brisé. Dans l'Hérault, une statue de la Vierge a été décapitée. Et à Paris, dans la paroisse de l'Immaculée Conception, c'est 4 stations de chemin de croix et des chandeliers qui ont été volés, André. Et l'année dernière, comme les 2 années précédentes, plus d'1 millier d'actes antichrétiens ont été recensés en France, soit une moyenne de 3 par jour. Et depuis 10 ans, effectivement, leur nombre ne fait qu'augmenter. On en parle donc tout de suite avec Odon Vallée, qui est donc historien des religions, comme vous venez de le préciser, André. Alors bonjour Odon, c'est vrai qu'on peut dire qu'il ne fait plus bon d'être catholique en France. Alors selon vous, c'est quoi votre analyse? Pourquoi les églises, effectivement, sont-elles la première cible des actes antireligieux? Vous savez, ça a toujours été ça en France. La France a toujours été un pays à la fois clérical et anticlérical. Si vous prenez 1905, la fameuse loi de la laïcité, on a fait les inventaires, on a envoyé les policiers, les gendarmes, les militaires fracturer les portes des églises et les catholiques ont dit c'est de la spoliation, c'est de la profanation. La moitié des catholiques de France étaient absolument furieux, spécialement dans l'Ouest, en Bretagne. Il y a même des militaires, des gendarmes qui ont quitté l'uniforme, qui ont démissionné à cause de ça. Mais ça remonte à Robespierre, parce que sous la Révolution, on avait déjà profané, détruit je ne sais combien d'églises. Mais attention, la guerre des religions au XVIe siècle, les catholiques détruisaient les églises protestantes, des temples, et puis les protestants détruisaient des églises catholiques. On a toujours été très conflictuel en France. Mais c'est vrai qu'il y a depuis quelques années une accentuation de ce qu'on appelle soit les profanations quand on s'en prend aux objets du culte, soit des dégradations, mais des peintures d'état de machin. C'est vrai qu'il y en a qui font pipi dans les bénitiers. C'est pas difficile parce qu'avec le Covid, les bénitiers sont vides d'eau, on a vidé. Et puis il y en a même qui ont mis des excréments sur la croix ou des choses comme ça. Ça, c'est de la profanation. C'est-à-dire qu'on considère que les lieux de culte ne sont plus sacrés, que ce soit des églises, que ce soit des mosquées, parce qu'il y a eu aussi des attentats contre des mosquées, que ce soit des synagogues, il y a eu des croix celtiques sur des synagogues, etc. Le sacré a disparu. Alors c'est très compliqué à dire parce que le sacré et le honteux, ça se rejoint. Si vous regardez le vocabulaire de l'anatomie, la région honteuse et la région sacrée, c'est la région de l'excrétion et de la génération. Et on parle du sacrum, d'ailleurs. Et on parle du sacrum, là. Et on a un malheureux coureur du Tour de France, là, qui a été blessé à cet endroit-là. Il ne pouvait plus pédaler, le pauvre. Mais en même temps, c'est pas bête du tout. Les anatomistes du XVIe siècle ont compris que ce qui est sacré pour les uns, c'est honteux pour les autres. J'ai même écrit tout un bouquin là-dessus, le sacré et le honteux. Je vous assure que la France est le paradis du sacré ou du honteux parce qu'on s'est toujours disputé avec la laïcité à la française sur ces questions. Qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de baptisés chrétiens et notamment catholiques. Chaque année, ça baisse. Ouais. C'est vrai la fréquentation moins de mariages, moins de baptêmes. Moins de mariages, moins de baptêmes. La fréquentation des églises baisse, et notamment avec le Covid. Bien sûr. 30% de moins de fidèles. Plus c'est vide, les églises, plus ça tente les gens, parce que l'Église catholique souhaite que l'on garde ouvertes les églises, alors que d'autres confessions, protestantes ou orthodoxes, pensent que c'est au moment du culte qu'on ouvre et c'est tout. Conclusion, il y en a qui jouent au ballon de football, si vous voulez, des enfants dans les églises. Oui, des enfants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé là? L'Église catholique, en quelque sorte, est-ce que les églises, les affaires de pédophilie ont un impact sur ce genre d'actes antireligieux? Oui, alors pédophilie, vous savez que c'est un mot discutable, parce que ça veut dire l'amitié pour les enfants. Moi, je dirais agression sexuelle sur des mineurs commise par des prêtres. C'est absolument scandaleux. Enfin, n'oublions pas qu'il y a des instituts, tout ce qu'il y a de plus laïque, qui ont fait pareil. Bien sûr. N'oublions pas qu'il y a dans les familles... un monopole. Non, personne n'a un monopole. Mais on croyait que les prêtres étaient sacrés. Les prêtres, c'est des hommes comme les autres. Le pape François l'a dit. Il a dit, moi, je suis un pécheur. Et quand il a visité une prison pour y dire la messe, il a dit... Moi, si j'avais eu la vie de ces détenus, moi aussi, j'aurais commis des délits, des crimes, etc. Donc, il ne faut pas non plus dire que les prêtres sont des hommes
sacrés, ce sont des hommes qui ont leur faiblesse. Je vous signale que la plus grande faiblesse des prêtres catholiques, en nombre, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'agression des mineurs, c'est l'alcoolisme. Oui, est-ce que c'est un péché? Est-ce Un que c'est verre, un ça péché? va. Oui, 3 oui. verres, bonjour. Voilà, les dégâts. Odon Vallée qui nous reprend maintenant les grands slogans. Relisez le journal des curés de campagne de Bernanos. Magnifique, Il est dans magnifique l'alcool. livre. Alors justement, je crois que Philippe de Villiers est avec nous. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Et bonjour Odon. Bonjour, dites, vous savez que votre grand oral de l'ENA, j'ai lu le commentaire, vous aviez 17 sur 20 et vous étiez le meilleur à l'oral dans votre année, c'était vers 1977. Le président du jury de la loi m'a dit c'était formidable l'oral de Villiers, note maximum. Note maximum. Oui, mais ça ne m'étonne pas de lui, ça. Philippe de Villiers. Merci Odon, merci beaucoup. Philippe de Villiers, justement, on parle, Odon Vallée nous a parlé de ça avec Céline, face à ces actes de vandalisme et de profanation. Moi, ce qui me frappe un peu, et je ne suis pas le seul, c'est qu'on a l'impression que, et on ne va pas parler de Notre-Dame de Paris, on ne va pas faire dans les hypothèses et les spéculations, mais on a l'impression que la réaction de l'Église et des prêtres, et même d'un certain nombre de catholiques, est un peu timide. Est-ce que c'est dû à quoi? Ou je me trompe peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour répondre à la question des profanations Oui. Et des actes d'agression, Le vandalisme, oui, tout ça. Oui. et le vandalisme, je pense qu'il faut se poser 2 questions. La première, c'est ce qui vient de l'extérieur des églises et qui frappe les églises, et ce qui vient de l'intérieur, la réaction dont vous parlez. Alors, ce qui vient de l'extérieur, nous sommes en train de, comment dirais-je, de comprendre qu'il n'y a pas de civilisation sans religion. Et pourquoi? Parce que religion, c'est religarer, relier. Relier, oui. Et s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de lien. Et il y a toujours une religion dominante. Et la France vient de loin. La fille aînée de l'Église, le baptême de Clovis, c'était le lien de la chrétienté, le lien des chrétientés charnelles. Or, ce lien s'est peu à peu distendu. Oui. Nous sommes passés d'une société chrétienne à une dissociété chrétienne. Ce qu'on appelait les chrétientés sociologiques ont disparu. N'est plus largement les valeurs fondatrices de notre civilisation, sous prétexte de laïcisme, sont en train de s'étioler. Il y a un dialogue formidable entre Jules Ferry et un député de droite que Odon Vallée connaît forcément, où Jules Ferry dit « Eh bien, les valeurs de nos pères, c'est ça la nouvelle éducation, l'éducation nationale. » Et le député lui dit « Mais c'est quoi ces valeurs ?» Et il dit « Les valeurs de nos pères, les valeurs de toujours. » Pour ne pas dire que ce sont des valeurs chrétiennes. Voilà. Donc, en réalité, la civilisation qui était la nôtre est en train d'imploser, littéralement. Oui, elle l'a fait, oui. Et sous les coups de boutoir de l'islam, notamment. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France une colonisation barbare. Souvenez-vous la phrase de Mitterrand, ils sont chez eux, chez nous. Puis on est passé à la phase suivante, nous sommes chez nous, dans les territoires perdus de la République, sur les territoires conquis, et maintenant on est à la phase ultime avec l'affaire Obono à l'heure actuelle. L'indigénisme, c'est vous n'êtes plus chez vous, nous sommes chez vous et nous sommes chez nous. Non, nous sommes chez nous, oui, c'est ça. Et donc en fait, ils vont nous mettre dehors. Voilà. Et donc ça, c'est la cause extérieure. Puis il y a la cause intérieure. Pour répondre à votre question, c'est que est-ce que l'Église catholique a encore envie de se défendre? Pour se défendre, il faut défendre une liturgie, il faut défendre une conviction, déjà, une croyance. De précieux. Oui, depuis qu'on a remplacé les autels par la table à repasser, qu'on a désorienté l'autel et que on s'est protestantisé au nom du fait que les saints, qu'il ne faut pas de culte idolâtre, qu'il faut revenir aux austérités des origines, etc. Voilà. Et il y a le Covid, et le Covid, c'est le bouquet final, c'est-à-dire qu'en fait, l'Église ferme ses églises, et elle va au-delà de ce que lui demande
Elle fait du zèle, elle fait du zèle. Ouais. Et en fait, une église qui ferme ses églises et qui appelle aux vocations, c'est une église qui prépare des vocations de serrurier. Odon Vallée, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe de Villiers? Pas Ou est-ce tout. qu'il va un peu loin, là? Il va un peu loin, mais il a cité Jules Ferry, c'est très intéressant, parce que Jules Ferry, qui était franc-maçon, qui était anticlérical, a été le plus grand propagateur du catholicisme dans le monde entier. Parce qu'il envoyait les missionnaires dans les colonies. Personne ne voulait y aller. On avait, mettons, 6 mois ou 1 an de survie au temps du paludisme sans antipaludéen. Ouais. Les missionnaires y allaient, ils défendaient la France, et donc, comme ça, la moitié des missionnaires catholiques dans le monde entier étaient français, à tel point que les papes n'étaient pas contents. Ils disaient, ces Français, ils défendent la France et pas l'Église catholique. Donc, Jules Ferry a eu une immense importance. Et aujourd'hui, dans les anciennes colonies françaises, on ne saccage pas les églises, c'est impossible. On ne saccage pas les mosquées, on ne saccage pas les temples protestants. On respecte le sacré. Alors, si vous voulez voir un office qui ressemble à une messe catholique en Afrique, vous allez ce dimanche 20 septembre au Sacré-Cœur. Je pense qu'il y aura trop de monde. Alors, regardez ça sur les réseaux sociaux. Au Sacré-Cœur de Montmartre. De Montmartre. Oui. Pour les fêtes des vendanges, c'est ça? Pour les fêtes des vendanges. Eh oui. Alors, les fêtes des vendanges, c'est laïque, un peu anticlérical. C'est le 18e arrondissement, celui Clémenceau, etc. Mais à l'intérieur, vous avez un office exactement comme c'est encore dans les anciennes colonies françaises, avec un sens du sacré remarquable. Et vous remarquez que tous les enfants de chœur, les servants d'hôtel, sauf un, sont blacks ou sont asiatiques, Sri Lanka, etc. Donc en réalité, il y a beaucoup moins. C'est sorti de France et ça s'est répandu. Oh, vous savez, s'il n'y avait pas les blacks, les asiatiques, les vietnamiens, etc., en région parisienne, il y a des églises qui seraient complètement vides. C'est le paradoxe, c'est le paradoxe. Oui, je peux te dire quelque chose? Oui, là allez-y, Philippe. Oui, j'ai un ami, je ne dirais pas qui, mais un homme qui connaît très bien toutes ces choses-là, qui m'a dit, vous savez, il va y avoir 1000 églises actuellement désaffectées qui vont être bientôt cédées à l'islam pour devenir des mosquées. Mosquée. Et cet ami me disait, il il faudrait faire quelque chose pour que ces églises restent des églises. Mais la question, Odon a raison sur un point, c'est le sacré, c'est la question du sacré. Une société qui ne respecte plus le sacré, tout le sacré, c'est-à-dire la hiérarchie distinctive des valeurs fondamentales, il y a des choses sacrées, voilà. Et à partir du moment où on ne respecte plus le sacré, on respecte plus les églises, naturellement, pas plus que les autres lieux de culte. De culte, quel qu'il soit, absolument. Et les premiers, souvent, à ne pas respecter le sacré, sont les gardiens du sacré, justement. Et c'est là que c'est grave. C'est là que c'est grave. Sous prétexte d'horizontalisme, sous prétexte de générosité, sous prétexte d'aller au monde, sous prétexte de plaire, sous prétexte d'aller récupérer les périphéries, on perd l'essentiel, c'est-à-dire quoi? Est-ce que les orthodoxes ont encore gardé? Et l'islam, à sa manière, dans ses propres rites, conserve aussi, bien sûr. Bien sûr, c'est en fait la liturgie. La liturgie. Qu'est-ce que la liturgie? C'est une mise en scène, c'est une chorégraphie. Et quand il n'y a pas la chorégraphie, il n'y a pas d'émotion religieuse. Vous ne pouvez pas protéger les églises si, à l'intérieur des églises, on a mis de côté l'émotion religieuse. En fait, quand il y a l'émotion religieuse, alors vous avez des gens qui défendent les églises. En fait, ce que vous dites tous les deux, à votre manière, de façon différente, c'est qu'une église qui n'est plus fréquentée par des croyants devient patrimoine, devient un musée. Et c'est tout le problème. Alors, c'est le problème du cultuel et du culturel. Les églises sont affectées au culte catholique. C'est la personne mise par l'évêque qui est responsable, le curé de la paroisse. Mais en même temps, elles sont de plus en plus culturelles. Il y a parfois des concerts, il y a ceci, cela, etc. C'est même un problème dans certaines cathédrales où finalement le temps consacré à la musique, c'est très bien, hein, mais pas suffisamment au culte, c'est un vrai problème. Mais
On doit dire aussi qu'il faut un peu défendre nos seigneurs, les évêques, qui font ce qu'ils peuvent. C'est vrai que, vu la mentalité actuelle, c'est vrai qu'il n'est pas facile. Quand vous avez 2 pelés et 3 tondus au cours de catéchisme, et quand les parents eux-mêmes ne vont pas à la messe depuis longtemps, quand vous êtes curé de paroisse, on essaye de remonter un peu les chiffres, si j'ose dire, mais c'est pas du tout évident. Et oui, à ce propos, effectivement, le père Thierry Mangin, qui est le porte-parole de la Conférence des évêques de France, a lui déclaré: la situation est loin de s'apaiser. Vous, quel est votre point de vue, Odon Vallée et Philippe de Villiers? Alors, est-ce qu'on doit redouter une montée justement des tensions interreligieuses? Tensions interreligieuses peut-être, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, il y avait un évêque extraordinaire à Digne qui s'appelait Monseigneur de Miolis, dont le frère était général dans l'armée de Napoléon. C'est lui dont parle Victor Hugo dans Les Misérables. C'était un homme qui, et c'est pas de la blague, c'est la vérité, à Jean Valjean, là, qui avait volé un chandelier. Et il lui a dit, mais non, il n'a pas volé, je lui donne le 2e chandelier. C'était un type formidable. Mais en même temps, déjà, au début du 19e siècle, il y a beaucoup de gens qui disaient l'Église, on n'en veut plus. Si vous prenez Bernadette Soubirous à Lourdes, il faut savoir que la bourgeoisie de Lourdes ne fourrait plus les pieds à l'Église. La France a été un pionnier d'une laïcité un peu tous azimuts, parfois d'ailleurs avec des gens très remarquables. N'oublions pas que dans les loges maçonniques, il y a eu des gens extraordinaires, à commencer par mon camarade de Brossolette, Pierre. Philippe de Villiers, une réaction? Oui. Moi, je pense que il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qui est en train de se préparer. La confrontation. Ouais. En fait, il y a 2 mondialismes qui sont à l'œuvre et qui se nourrissent l'un l'autre. Le mondialisme islamique et le mondialisme hédoniste. C'est pas avec le camping-car, les grandes surfaces et les rêves partis qu'on va combattre le mondialisme islamiste. Le mondialisme islamiste, il est dans le Coran. C'est l'idée du djihad, c'est l'idée de la conquête. Et pas forcément guerrière, tout simplement pacifique quand c'est possible. C'est-à-dire faire passer la France, qui est une terre du Dar el-Harb, dans le Dar al-Islam. C'est le programme, c'est le Coran. Et quand on dit un musulman modéré, c'est un musulman qui lit plus le Coran. Un musulman radical, c'est un musulman qui lit le Coran. Et donc, s'il applique le programme du Coran, mais on peut les comprendre, toute terre non musulmane doit devenir une terre d'islam. Là, un des frères musulmans disait récemment, notre patrie, c'est l'islam. Parce que dans l'islam, il y a l'Oumma. Il n'y a pas la France. Il y a pas. Non, il y a l'Oumma. L'Oumma, c'est la communauté des croyants. Voilà. Et islam, ça veut dire soumis. Donc, nous avons vocation à la démitude. Les chrétiens d'Orient nous précèdent. Ils le savent, ils nous le disent, ils nous préviennent. Ils disent voilà ce qui va vous arriver si vous continuez à faire joujou moumoute avec l'islam. Or, nos chefs d'État successifs, et en particulier Emmanuel Macron, sont profondément multiculturalistes. Quand j'étais à Sciences Po du temps de Odon, et il se souvient certainement de ça, nos profs nous disaient « Ah, le Liban, une terre d'encens et de miel. Le pays biculturel, le pays où les cultures se fondent l'une dans les autres, les unes dans les autres, etc. » Et on ajoutait, mes profs ajoutaient, c'est l'avenir de la France. Il faut regarder le Liban, c'est l'avenir de la France. Philippe, aujourd'hui, la France est en voie de libanisation. Ouais, je sais. Philippe, j'ai vécu au Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Hélas, on a vu ce que c'était devenu. On en reparle tout de suite, Céline. Oui, on en reparle dans quelques instants sur Sud Radio. On va surtout parler de la plus grande héroïne française dont on célèbre cette année le centenaire de sa canonisation. On va en parler donc avec Philippe de Villiers et Odon Vallée. Alors à tout de suite. Et, de ces églises en danger et des rapports entre le culturel et le cultuel, comme dit Odon Vallée. Vous vouliez juste, Odon Vallée, ajouter une petite précision rapide? 2 petits mots, cher Philippe. N'oublions pas que notre camarade Macron a fait un discours très très pro-catholique au Collège des Bernardins il y a 3 ans, et il n'est pas si mondialiste que ça. 2, la France, elle ne peut pas faire la guerre à 1,4 milliard de musulmans. Les musulmans sont les premières victimes du djihadisme, et votre cher frère, l'excellent général de Villiers,
vous rappellerez combien l'armée française soigne les musulmans, avec des aumôniers musulmans, avec des rations musulmanes et tout. Nos soldats, au péril de leur vie, sont au Sahel et ils ont d'excellentes relations avec beaucoup de musulmans, même s'il y a d'affreux terroristes. Donc l'islam est quand même en majeure partie pacifique. Non, de toute façon... Je réponds juste par une citation du général de Gaulle. Quand de Gaulle a dit il faut pas que l'Algérie reste française parce que sinon on risque d'avoir colombé les deux mosquées. Voilà. En d'autres termes, moi je suis comme Jeanne d'Arc avec les Anglais, j'aime bien les musulmans chez eux, mais la France n'a pas vocation à devenir la fille aînée de l'islam. Non, ça c'est vrai, Philippe, mais il faut quand même dire, là, juste un mot, il faut dire aussi que beaucoup de musulmans ne sont pas, effectivement, ni radicalisés, ni fanatiques, ni terroristes, et c'est tout le problème, parce que ça va se jouer dans l'islam et dans les nations de l'islam, en fait, la France, comme vous disiez, c'est hélas 2%, 1,2% de la population. 0,8. 0,8, bravo. Ah oui. Donc, tout va se jouer, effectivement, au Moyen-Orient, et je crois que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement intéressant du point de vue de la géopolitique, mais c'est un autre sujet. On va maintenant parler... Oui, non, mais attends, le sujet, il est simple. Il faut des Français demain, des Français, oui, qu'ils soient de souche ou de branche, comme on dit, oui, des Français de naissance ou de désir, je ne fais pas la différence, des Français de souche ou de désir qui disent « je veux mettre dans mon cœur la France ». Ça veut dire une histoire que je partage et que j'aime, un art de vivre que je partage et que j'aime, et une langue que j'aime et que je chéris. Si on accepte ça, alors on met en soi un peu du feu de Jeanne d'Arc, du feu de la France, du feu de notre patrimoine. Et à ce moment-là, souvent, on devient plus français que les Français eux-mêmes. Exact. D'ailleurs, on voit très très bien qui défend aujourd'hui, parmi d'autres, même dans les médias, l'identité française. Hein. Et je ne veux pas citer de nom, mais enfin, c'est très intéressant. Céline, parlons de la pucelle d'Orléans, puisque nous allons effectivement, les fêtes joanniques, comme on dit, qui ont lieu depuis près de 6 siècles, rendre hommage au centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, qui a eu lieu le 16 mai 1920 par le pape Benoît XV. Et puis la fête nationale de Jeanne d'Arc le 10 juillet 1920. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Et oui, ce quelqu'un, c'est notre invité André Berkoff. C'est tout simplement Philippe de Villiers. Vous avez publié, Philippe, le roman de Jeanne d'Arc aux éditions Albin Michel. Et effectivement, dans ce livre, vous avez voulu rendre à la pucelle un peu de son humanité, je dirais, de sa fragilité. Et pour ce faire, donc, vous êtes parti sur ces traces de Don Rémy à Rouen, en passant par Chinon, Orléans, Compiègne et Le Cretois. Racontez-nous un petit peu ce parcours que vous avez réalisé. J'ai refait sa route, hein. Je suis allé partout et en fait, on retrouve très facilement la vérité des lieux. Oui. Mais de ce voyage, de cette quête, j'ai retiré 2 choses que je voudrais vous dire, sous le contrôle d'Odon qui pourra me contredire. La première chose, c'est que, au fond, Jeanne d'Arc, elle est le plus fascinant trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre. C'est unique. Et ensuite, la deuxième chose, pour qui aime la littérature, notre langue, Jeanne d'Arc était et demeure, pour les générations à venir, le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique ait jamais déposé dans notre littérature. Rien que pour cela, elle mérite considération. C'est un phénomène à la fois étrange et absolument inédit, et qui demeure notre contemporaine. Et quand quand on parle du traité de Troyes, on pourrait aussi parler du traité de Maastricht. En fait, la situation était la même. Voyez. Et la quand résistance. En fait, elle gagne la bataille d'Orléans, elle va voir le roi, enfin le dauphin, pardon, elle va voir le dauphin, et le dauphin et tous les chefs de guerre disent, bon, maintenant qu'on a vaincu les Anglais à Orléans, il faut terminer le travail. Il faut préparer la libération. Et elle dit non, on le fera plus tard.
l'urgence, c'est l'onction. Parce que le souverain, le dauphin, recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 100 batailles de 100 gagnées. batailles. Et oui, donc, elle s'oppose à ce qui pourrait être le bon sens. Le bon sens, c'est de terminer le travail, de libération de la France, en allant au nord jusqu'à Rouen, ou en libérant la France bourguignonne, la France des Français reniés. Non, elle dit non. Non, l'urgence, c'est l'urgence politique absolue, métapolitique, l'urgence métaphysique. Il faut aller au Saint-Crème, aller à Reims, parce qu'avec le Saint-Crème, le roi sacré, on y retrouvera son charisme, la légitimité pour servir France. Juste un mot, Philippe, vous parlez d'allégorie avant de donner la parole à Odon Vallée. C'est vrai qu'elle est, et en plus, elle avait des phrases, vous l'avez dit, Céline, vous l'avez cherché. Elle a eu des répliques immortelles, effectivement, elle a répondu aux insultes avec une extraordinaire inspiration. Vous en connaissez certaines, j'imagine, Philippe de Villiers? Oui, oui, bien sûr. Non, mais je parle de l'amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais. Je n'en sais rien, mais je sais bien qu'ils seront tous boutés hors de France, excepté ceux qui paieront. Mais la merveilleuse, c'est Dieu premier servi. Dieu premier servi. Il y a une réplique incroyable qui normalement fait appel à une science théologique. Quand on lui dit, l'évêque lui dit, le président du tribunal lui dit, êtes-vous en état de grâce? C'est la question piège absolue. Et elle répond qu'elle ne sait pas. Elle dit, si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je ne suis pas, Dieu m'y mette. C'est quand même très fort pour une jeune fille de 19 ans. 19 ans, Et qui ne sait, elle dit elle-même, ni A ni B. Elle a juste appris de sa mère, Isabelle Romé, le pater et l'Ave Maria. Bon. Voilà son petit bagage. Odon Vallée. Alors, une fois de plus, Philippe de Villiers mérite bien son 17/20 au grand oral de l'ENA, parce que sur la forme, il est impeccable. Sur le fond, j'apporterai quelques nuances. Alors, d'abord, elle a été effectivement canonisée par Benoît XV, le pape boss, comme on disait, qui n'aimait pas la France. 500 ans après sa mort. Voilà. Ouais. Et pourquoi? Parce que la France étant l'allié de l'Angleterre pendant la guerre de 14-18, comme la France était réconciliée avec l'Angleterre, on pouvait canoniser Jeanne d'Arc. Un petit peu comme la béatification du père de Foucault, on l'a béatifié qu'après un très long délai. On avait peur qu'il ait eu des bébés, mais c'était pas le plus grave. On avait peur que le gouvernement algérien soit très mécontent. Bon, il y a ça. Deuxième point important concernant Jeanne d'Arc, c'était sûrement une personne extraordinaire. Il n'y a pas de doute. Une part de légende, une part d'histoire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous savez, des jeunes filles qui ont été extraordinaires, il y en a. Et dans tous les partis politiques. Moi, je suis un ami de Anne Beaumanoir, qui a 18 ans... C'est quand même mieux que Marlène Schiappa, non? Qui était une résistante extraordinaire, qui est la plus vieille et la seule peut-être encore en vie, juste parmi les nations, qui a sauvé des Juifs. Elle était communiste. Donc, ce courage extraordinaire, il y en a partout. Mais là, non, on parle de Jeanne d'Arc parce qu'il y avait cette espèce de lien avec du culturel et du culturel. Nous sommes d'accord. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Parce que Jeanne d'Arc, c'est un personnage très important en France. Si vous regardez les missionnaires qu'ont évangélisé les prêtres français, et qui sont aujourd'hui plus de 150 à 200 millions dans le monde, il faut le savoir, Jeanne d'Arc, elle n'a pas de succès. Le numéro 1 au 8 parades, c'est incontestablement Notre-Dame de Lourdes. Et au podium des Portugais, c'est Notre-Dame de Fatima. Mais incontestablement, la petite Bernadette Soubirous, qui, elle, je ne savais même pas lire ni écrire, elle a touché beaucoup les gens. Jeanne d'Arc, elle touche beaucoup les Français. Mais de grâce, maintenant, enfin, la France et l'Angleterre sont des amis et des alliés. Malgré le Brexit et malgré tout ça, mais je crois que depuis Churchill et De Gaulle, on peut dire Jeanne d'Arc, c'est très bien, d'accord. Ah ben on va pas se disputer avec les Anglais à cause de ça. Voilà, on va pas se disputer. Et surtout, le plus important, c'est que, quelles que soient les qualités de Jeanne d'Arc, c'est un article difficilement exportable. Comme Gambetta disait, la laïcité, c'est pas exportable. Philippe de Villiers. Pour dire que moi, je me sens très proche des Anglais, vous voyez, au point que j'aime beaucoup Boris Johnson. Parfois, je me dis, je voudrais l'avoir comme Premier ministre à la place de l'autre qu'on connaît. Et sa vie de Churchill est un chef-d'œuvre. Et donc, voilà, les Anglais sont nos amis. Et
c'est en même temps l'ennemi héréditaire. Voilà, c'est notre histoire, c'est aussi un peu de notre légende. Mais il y a une très belle phrase de Malraux dans son fameux discours sur Jeanne d'Arc que je voudrais citer, parce que cette phrase-là explique tout de ce qu'est l'avenir de Jeanne, comme référence légendaire, définitive, et inévitable, incontournable pour nos enfants et nos petits-enfants. Il dit « Cette fille fut sans sépulcre et sans portrait, et pourtant, à tout ce pourquoi la France fut aimée, elle a donné son visage inconnu. » Oui. Et donc, il y a quelque chose d'énigmatique. C'est cette jeune fille... Ouais. Ouais, Philippe, c'est extraordinaire cette phrase de Malraux, pardon, non, je dois t'interrompre, mais c'est extraordinaire parce qu'il a presque employé les mêmes mots, en tout cas du visage, par rapport au visage de Jean Moulin, représentant la résistance française et la France, sur ce visage torturé, etc. C'est très intéressant. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, Jeanne, elle est dans notre imaginaire. Et j'en profite pour dire en cet instant à Odon que, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi, qu'une nation ne peut pas vivre sans un imaginaire, une société ne peut pas vivre sans un imaginaire commun. Et le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on a bazardé le roman national et on ne l'a pas remplacé. On en a fait un roman noir et on ne l'a pas remplacé. On ne l'a pas remplacé par un roman d'amour. Il faut un roman d'amour. Une nation, c'est un moment. Une nation, c'est un lien amoureux. Et il faut refaire un peuple amoureux. Si on ne refait pas un peuple amoureux, bon, on va parler d'un roman national, en tout cas d'un chapitre du roman national et pas d'un petit chapitre que vous avez créé qui s'appelle Le Puy du Fou, Philippe de Villiers. On va en parler et on va parler de toute autre chose aussi. Oui, mais avant André Berkoff, on va écouter la bande-annonce du nouveau spectacle nocturne du Puy du Fou. Écoutez cette musique lointaine. Alors ce Puy du Fou, on va aussi en parler. C'est vrai que il y a un côté, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps l'année dernière, Philippe de Villiers. C'est vrai que il y a ce côté roman national, il y a ce côté surtout, comme vous dites, identité et imaginaire. Il y a ça. C'est un peu ça que vous vouliez faire au départ. C'est ça que. Oui. On est dans un pays qui a tendance, depuis trop d'années, depuis mai 68 en gros, qui a tendance à pratiquer l'hypermnésie des lâchetés. On ne peut pas les nier, les lâchetés. Mais l'hypermnésie des lâchetés, c'est quand on ne parle plus que de ça. Et l'amnésie des grandeurs. Et donc, Le Puy du Fou, en fait, c'est un roman d'amour du légendaire français. Et toutes les périodes y sont représentées, soit par l'architecture, soit par ce grand livre d'histoire vivante à ciel ouvert sur l'ensemble des spectacles de jour. On y retrouve la France. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tellement ce qu'on présente. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des Français et même des étrangers. C'est-à-dire que les gens viennent de plus en plus nombreux, comme s'ils venaient étancher leur soif de racines. Et donc, Le Puy du Fou est une des réponses aux mémoricides français. Moi, j'ai rien contre les historiens, mais je constate une chose, c'est que depuis les années 70, l'invasion des sciences sociales, on a beaucoup de médecins légistes qui font de la dissection sur des cadavres. Il faut aussi qu'il y ait des historiens comme Stéphane Bern, comme Franck Ferrand, qui vient de faire un livre sur Jeanne d'Arc, d'ailleurs je recommande, qui est magnifique, Franck Ferrand. Des historiens qui, comme on avait Castelot, Decaux, Cap et les autres, qui mettent à la portée des jeunes Français de quoi entretenir leurs rêves. Vous savez, Bernanos disait, les créateurs
ne sortent jamais de leurs rêves d'enfance, ils ne font que les élargir aux dimensions de leur destin. Et qui l'a. C'est un rêve d'enfance. Et rappelez-vous Napoléon, j'ai construit mon histoire sur le rêve de mes soldats endormis. C'est le rêve est toujours là. Odon Vallée, c'est vrai, moi la question que je veux poser, moi je veux dire, pourquoi est-ce que c'est, à cause d'explications de Philippe de Villiers, en fait, que comment ça se fait? Moi, quand je suis allé voir le Puy du Fou, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des Puy du Fou en Occitanie, en Alsace, dans toutes les régions de France? Pas pour imiter, etc. Mais c'est vrai que c'est formidable, sous forme de spectacle, de récupérer quelque chose qui est enraciné dans l'histoire d'une région, dans l'histoire d'un pays, et d'en faire un spectacle, mais un spectacle, évidemment, qu'on a plaisir à voir. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres Puy du Fou dans d'autres régions de France qui rebâtiraient leur imaginaire. Vous savez, faire quelque chose comme le Puy du Fou ailleurs, ça exige beaucoup de compétences et beaucoup de moyens. C'est vrai. Une des raisons du succès du Puy du Fou, en dehors de ses qualités, c'est que les sons et lumières d'autrefois ont presque disparu. Or, on avait des sons et lumières extraordinaires. Dans les années 50, à Notre-Dame, il y avait Jean-Louis Barrault, Pierre Freinet, il y avait Madeleine Renaud qui lisait un poème de Marie-Noël. C'était vraiment exceptionnel et ça a presque complètement disparu. Donc je pense, et pareil aux Invalides, et pareil partout, le Puy du Fou est peut-être plus moderne et correspond mieux à ce que cherchent nos contemporains, mais n'oublions pas ce que furent ces grands sons et lumières. Vous avez raison. Qu'on a hélas ressuscitons-les un peu partout, voilà. Céline. Et oui, Odon Vallée, Philippe de Villiers, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et vous répondrez donc à toutes les questions de nos auditeurs, des auditeurs de Sud Radio, sur Jeanne d'Arc et nos églises qui sont en danger. Alors appelez tout de suite au 0826 300 300 et prenez la parole dans un instant sur Sud Radio. Recrudescence de certains actes, des églises effectivement en péril. Nous avons parlé aussi de Jeanne d'Arc et nous avons surtout parlé avec Odon Vallée et Philippe de Villiers de ce que, effectivement, qu'est-ce que c'est que le roman national? C'est quoi la France? Vous savez, Fernand Braudel a écrit ce livre admirable. Hein, je dis toujours, quand vous avez fini d'écouter Sud Radio, lisez, lisez, lisez. Prenez les livres. Ce qui compte, ce sont les livres, d'abord et en tout. Donc, l'identité de la France, c'est quoi? Et nous n'avons parlé que d'une chose pendant cette émission, l'identité de la France, sous toutes ses formes, ou sous certaines parties de ses formes. Et oui, André, plusieurs auditeurs donc, ont appelé au standard de Sud Radio 0826 300 300 pour réagir. Et tout de suite, nous accueillons donc Alexandre de Grignan. Oui, bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais dire à M. de Villiers à quel point je respecte. Ce qu'il a réalisé, c'est fantastique, vraiment fantastique. Parole d'entrepreneur. C'est extrêmement compliqué de simplifier, d'être court. Oui. Je suis moi-même d'origine étrangère, je suis né en Espagne, j'avais 4 ans. Quand j'étais ado, j'étais très rebelle. J'ai toujours été rebelle, pour certaines raisons. Je n'étais ni français, ni espagnol, ni rien. Et puis par la suite, je suis parti vivre en Suisse pendant très longtemps. J'ai appris à travailler dans l'horlogerie, bijouterie, très longtemps. Ça m'a appris la valeur du travail et de la minutie. Je m'émerveille devant la cathédrale de Léon en Espagne, qui est toute construite en minuscules briques rouges. J'imagine le travail, la valeur, la sueur, le sang que ça a coûté. Je ne sais plus comment ça s'appelle en Suisse, dans les falaises, les paysans ont creusé les falaises sur des centaines de kilomètres pour apporter de l'eau d'une vallée à l'autre. Ça a coûté des vies. Quand je vois tous ces bâtiments, tous ces monuments, tout ce qu'on a réalisé, créé, qui a coûté de la sueur, du sang et des vies, à l'abandon, ça me révolte. Mais comment voulez-vous, en Suisse, leur démocratie fait partie de leur ADN. C'est un liant, ça fait partie de leur... Oui, tout à fait. On connaît les référendums d'initiative populaire chez eux, les citoyens, c'est courant et c'est quotidien. À mort, jusqu'à la mort,
pour ça, ça fait partie de leur identité. Qu'est-ce qui reste en France quand on ne respecte plus, vous parliez de respect pour le sacré, quand il n'y a plus de respect pour le travail, quand il n'y a plus de respect pour la valeur des gens, plus de respect pour les parents, plus de respect pour les instituts, plus de respect pour les politiques, plus de respect pour rien, comment voulez-vous que l'on respecte encore le sacré ? Il n'y a plus rien de sacré quand il n'y a plus de respect. Et ça fait des années que je me pose une question. Si un pays entrait en guerre contre la France, pourquoi se battraient-ils les Français? Pour le droit au chômage? Pour le droit aux allocations? Oui. Pourquoi? Pour quelles raisons seraient-ils prêts à se battre. À mourir? Écoutez, juste, je vais faire répondre très rapidement Odon Vallée et Philippe de Villiers. Ouais. Pour quelles raisons, effectivement, si demain il y avait la guerre, est-ce qu'il y a encore des raisons de se battre? Alors j'espère qu'il n'y aura pas la guerre, parce que la guerre a été le plus grand ennemi des lieux de culte. La cathédrale de Reims, en Angleterre, celle de Coventry, en Allemagne, le dôme de Berlin, la foudre aussi, et puis également les tremblements de terre. Bon. Aujourd'hui, l'armée française recrute à peu près 16 000 personnes. C'est quand même pas mal, hein. Peut-être ils aimeraient bien avoir plus de candidats encore, mais sincèrement, je pense qu'on se bat pour la France à l'heure actuelle. Vraiment, et qu'on est toujours là. Oui. Moi j'ai eu un ancien boursier qui a fait Barkhane. Hein. Vous savez que j'étais le premier à annoncer l'opération Serval, parce que je savais qu'une heure plus tard, mon ancien élève Hollande allait déclarer la guerre. Hollande, on dit que c'est un mou. Eh bien, figurez-vous qu'il était réformé à cause de sa myopie. Il a fait du pied et des mains pour faire son service militaire. Non, c'est vrai. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se battraient et qui se battent pour la France au Sahel à l'heure actuelle, notamment. Philippe de Villiers, pourquoi se battrait-on pour la France? Y a-t-il encore, justement, ce que disait notre auditeur, la furia francese, comme disaient les Italiens? Ouais, j'ai trouvé formidable ce qu'il disait. En fait, ce dont il voulait parler, c'était du temps long, la transmission du temps long. Un pays qui ne transmet plus le temps long, ne transmet plus la civilisation. On se bat pas pour des questions matérielles, on se bat pour des questions de civilisation. La France est une civilisation. Et si elle ne l'est plus, alors on ne se battra plus pour elle. Ce qui me frappe aujourd'hui, Odon disait il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas de guerre. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Moi aussi, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Mais malheureusement, on va vers la guerre civile. C'est-à-dire la phrase de Gérard Collomb. On vit un côte à côte qui pourrait tourner au face-à-face. Et on voit je suis d'accord avec Philippe. On voit, et là je vais dire quelque chose qui fâche, mais quand je vois que Emmanuel Macron, au lieu de soutenir Valeurs Actuelles récemment, a appelé Madame Obono, qui favorise et qui prône l'indigénisme, c'est-à-dire la mise au banc de la France, de sa propre patrie, le séparatisme, je me dis, tout le monde se couche. Voilà. Tout le monde se couche, et si tout le monde se couche, alors nous aurons la guerre civile. Parce que nous avons aujourd'hui, sur le territoire français, aujourd'hui, il faut le dire, même si ça déplaît, des gens qui se préparent à nous mettre dehors. Eh bien, écoutez... Ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Michel Onfray disait ça très bien. Il disait, s'il y a des territoires perdus dans la République, c'est qu'il n'y a plus de République. Eh bien, Philippe, on verra bien si la belle au bois dormant se réveille ou pas. Oui, Odon Vallée, parce qu'on arrive en fin de... Non, mais d'accord, Philippe, pour les territoires, mais n'oubliez pas la mer. La France a le deuxième domaine maritime du monde. Et ce que fait la France sur les mers, c'est très important. La France est autant maritime que terrestre, et l'avenir du monde, il est sur les mers, et notamment sur la mer dite de Chine. Merci Odon Vallée, merci Philippe de Villiers. Tout de suite, on retrouve Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Osez vos désirs pour être heureux, c'est le thème de son émission. Donc elle va en parler avec Sophie Cadalem.